Bonjour, aujourd'hui on va parler des associations antiracistes, de leurs actions. C'est un sujet toujours d'actualité, hein, surtout avec la montée de certaines idées politiques dont parle un des articles qu'on a consultés. Absolument. Et on a pas mal de matières. Des infos sur des associations françaises bien connues comme la LICRA, SOS Racisme, mais aussi des données très précises d'un rapport de SOS Racisme en Espagne, celui de 2022, et même un coup d'œil sur disons, les controverses financières de SOS Racisme France. Ok, donc l'idée c'est de voir un peu comment elles fonctionnent, leur stratégie, leur succès, mais aussi les obstacles en France et en Espagne. Bon ben, allons-y, regardons ce que disent ces documents. Commençons par la France, si tu veux bien. La LICRA d'abord, créée en 1927 quand même. Donc un poids historique, notamment son rôle face au nazisme, est important. Son ADN, c'est beaucoup le droit, l'action juridique. Ah oui, genre quoi comme action juridique? Mais par exemple, s'opposer à des expulsions de travailleurs étrangers jugés arbitraires, ou faire de la veille sur les lois, proposer des amendements. Très axé juridique et législatif. D'accord. Et à côté, on a SOS Racisme. Créé bien plus tard, en 84, le fameux slogan Touche pas à mon pote, tout le monde s'en souvient. Eux, leur approche est peut-être plus. Diversifié. Oui, c'est ça. Chez SOS Racisme France, on trouve la sensibilisation, beaucoup dans les écoles, des campagnes médias, le combat contre la haine en ligne, le cybermilitantisme, comme ils disent, et l'aide juridique aussi, bien sûr. Et ils prennent position sur des sujets de société forts, j'ai vu ça. Exactement. Le soutien à Charlie Hebdo au nom de la laïcité, l'opposition au test ADN de l'amendement Mariani à l'époque, ou encore le concert pour l'égalité en 2011. Plus récemment, ils se sont opposés aux réunions en non-mixité raciale. Ils ont appelé à voter contre Le Pen en 2017. Ils font aussi des revues de presse, des expos, cette campagne hashtag Team Riposte. En ligne, ils ont demandé la dissolution de Génération Identitaire. Ça brasse large en fait. Oui, un activisme très présent. Mais ça n'empêche pas certaines questions, notamment sur le financement. Une des sources, qui vient du cabinet Didier Maréchal, pointe ça pour SOS Racisme France. Ah oui? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle donne des chiffres de 2009. 579 000 euros de subventions publiques, ça faisait 74% des recettes, alors que les adhésions, c'était... 18 669 euros. Une petite partie, quoi. Ah oui, quand même. Ça pose la question de la dépendance aux fonds publics, forcément. Et l'article allait plus loin, non? Sur la transparence. Oui, il affirmait que l'association n'avait pas publié ses comptes après 2010, alors qu'elle recevait plus que le seuil légal de 153 000 euros de subvention. Il l'a qualifié même de hors-la-loi. L'expert cité, Didier Maréchal, critiquait ce déséquilibre subvention-don et des fonds propres qui étaient négatifs à l'époque. Et il y a eu aussi cette affaire locale, la condamnation du président de SOS Racisme 80 pour escroquerie aux subventions en 2015. Bon, c'est local, mais ça s'ajoute. Voilà. Ça illustre les défis de gestion, de transparence qui peuvent toucher ce type d'organisation, souvent très dépendante de l'argent public pour fonctionner. Intéressant. Bon, et si on regarde de l'autre côté des Pyrénées? En Espagne, SOS Racismo, qui existe depuis 1995, leur approche, d'après le rapport 2022, elle semble un peu différente. Oui, c'est assez marqué dans ce rapport. Il parle d'un changement d'une approche victimocentrique. L'idée, c'est vraiment de partir de l'expérience des victimes. Pourquoi elles signalent ou surtout pourquoi elles ne signalent pas les actes racistes. Et qu'est-ce qu'elles attendent comme réparation au-delà du tribunal. Ne pas signaler. C'est si fréquent que ça? C'est un énorme problème. Le rapport le dit clairement. Un sous-signalement massif. Il cite des chiffres européens. C'est frappant. Seulement 12 à 14 des victimes signaleraient officiellement. 12 à 14 c'est très peu. Ça veut dire qu'on ne voit que la pointe de l'iceberg. Et pour les cas qui sont signalés en Espagne en 2022, ça donne quoi? Alors, sur les 523 cas qu'ils ont recensés, en premier, le racisme dit institutionnel, donc lié aux administrations, aux procédures pour les étrangers, etc., 185 cas. Ensuite, le refus d'accès à des services privés, genre logement en banque, 129 cas. Et puis les conflits, des agressions, 88 cas. Et qui discrimine le plus, d'après leurs données? Eh bien, fait notable, ce sont les entités publiques qui sont le plus souvent pointées du doigt, 42% des cas. Avant les particuliers, 29%. Ah oui, l'administration elle-même. D'accord. Et pourquoi les gens ne signalent pas alors? Qu'est-ce qui ressort des entretiens qualitatifs? Plusieurs choses. Une grosse méfiance envers les institutions, la police notamment. La peur des représailles aussi. Et puis, une sorte de banalisation, l'idée qu'il faut juste encaisser, que c'est le prix à payer, sans parler de l'impact psy, bien sûr. C'est lourd.
On sent qu'ils essayent de comprendre ce vécu. Le rapport mentionne aussi des nouveaux mouvements, portés par les personnes concernées elles-mêmes. Oui, depuis 2017 environ, des mouvements de migrants, de personnes racisées qui prennent la parole, qui s'organisent, comme hashtag régularisation IA, qui demande la régularisation des sans-papiers. C'est une dynamique nouvelle. Et du coup, SOS Racismo propose quoi pour améliorer les choses? Plusieurs pistes. Une assistance vraiment indépendante pour accompagner les victimes, repenser le modèle policier pour qu'il soit plus juste, développer des formes de réparation qui ne soient pas que judiciaires, et surtout informer et outiller les victimes pour qu'elles connaissent leurs droits. L'autonomisation, quoi. Bon, si on résume, on a vu un peu de tout, des actions historiques très juridiques, en France avec la LICRA, un militantisme très large avec SOS Racismo, mais aussi des questions sur le financement, la transparence. C'est ça. Et puis ce focus espagnol, très intéressant, sur l'expérience vécue, sur ce chiffre terrible du sous-signalement, ça interroge vraiment sur ce qu'on perçoit, ou plutôt ce qu'on ne perçoit pas du racisme au quotidien. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à la question finale pour nos auditeurs. Si le racisme structurel est là, documenté, mais que si peu de victimes osent ou peuvent le dénoncer officiellement, Oui, qu'est-ce que ça révèle de nos propres mécanismes peut-être inconscients qui font qu'on minimise ça? Et surtout, comment on peut faire pour que les institutions regagnent assez de confiance pour que les gens osent aller chercher justice et réparation? Vaste question.